Et donc clôturer donc cette journée de travail qui a été intense et fructueuse, on enchaîne, on a pris à peine 2 minutes entre les tables rondes et cette table ronde-ci. Donc on va finir sur une table ronde avec un certain nombre d'invités pour aborder la question de l'avenir des archives orales, de leur devenir, de leur valorisation. Est-ce qu'on a suffisamment collecté en archives orales? Est-ce qu'il nous faut passer de suite à une phase de valorisation? Voir aussi ce que sont les archives orales. Parle-t-on des archives orales en général, ou parle-t-on, comme on l'a fait aujourd'hui, des archives orales plus musicologiques, ethnomusicologiques ou langues? Donc c'est un peu toutes ces questions qui vont être abordées. Et je vais sans plus attendre passer la parole à Agnès Vatican, qui est la directrice des archives départementales de la Gironde et qui a la gentillesse de nous accueillir. Merci beaucoup. Écoutez, je voulais d'abord vous saluer, puisque je n'ai pas pu être là ce matin, mais Pascal Geneste, je sais, était présent. J'étais à Bazas toute la journée. Nous animions une rencontre des archives communales et intercommunales girondines, voilà, qui se sont toutes déplacées pour découvrir la ville de Bazas, qui prend un soin particulier de ses propres archives. Je voulais également remercier donc les organisateurs de ce séminaire, en particulier Jean-Jacques Casteret, que nous connaissons bien aux archives de la Gironde, d'avoir pensé aux archives de la Gironde justement pour accueillir cette rencontre qui était, si j'avais bien compris, une rencontre de travail intense à l'échelle donc de cette grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Et donc nous sommes très heureux d'avoir pu mettre à votre disposition ces locaux et vous accueillir également sur cette dernière partie de journée un petit peu plus grand public, on va dire, et conviviale et festive, si j'ai bien compris. Alors, sur les archives orales, comme vous le disiez, on pourrait évidemment aborder la question d'une façon très très large, puisque c'est un type de source archivistique qui s'est beaucoup développé, parfois à l'initiative de services d'archives, mais bien souvent plutôt à l'initiative des propres chercheurs. Les chercheurs évidemment dans le domaine des langues régionales, dans le domaine des musiques traditionnelles, mais aussi des historiens par exemple qui vont interviewer des témoins, lorsqu'on est sur le domaine de l'histoire contemporaine, des anthropologues également. Donc c'est un domaine qui s'est beaucoup développé et par rapport auquel les services d'archives ont pu avoir des politiques, je dirais, différentes en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. Nous avons débattu de ce point aux archives départementales de la Gironde, puisque nous venons d'élaborer le projet scientifique, culturel et éducatif de nos archives, qui vient d'être voté par le conseil départemental au mois d'avril dernier, et qui trace un petit peu donc, les objectifs stratégiques de la direction pour les 5 ans à venir. Nous nous sommes interrogés effectivement sur la pertinence de mener nous-mêmes des collectes de témoignages oraux ou pas. Et il nous a semblé que malgré tout, cela restait l'affaire finalement de spécialistes, chacun dans son domaine, que l'on parle d'archives orales d'hommes politiques, de femmes politiques, de musiciens, de toute autre personne. Et il nous a semblé voilà, que nous étions plutôt là, effectivement, dans des missions de collecte de témoignages existants et de traitement ensuite de ces témoignages dans la mesure où nous pouvions le faire ou avec des partenaires, et ensuite de valorisation évidemment de ces archives. Donc c'est la position que nous avons adoptée aux archives départementales de la Gironde, qui finalement s'inscrit dans ce qui a été fait ici jusqu'à présent en la matière. D'autres services d'archives ont des politiques différentes, par exemple, pas loin de chez nous, les archives départementales de la Dordogne ont un service d'enquête orale qui est intégré, relativement bien intégré au service des archives départementales. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'évidemment cette position, je dirais un petit peu en aval de la création de ces archives orales, évidemment, elle peut avoir parfois ses limites,
puisque ces archives sont constituées souvent dans un but de recherche, de travail de recherche dans un domaine donné, n'ont pas forcément vocation à une diffusion au-delà de la finalité pour laquelle le chercheur fait son enquête, et que, évidemment, dès lors que se pose la question de la pérennisation de ces archives, de leur transfert au sein d'un service d'archives départemental, de leur traitement et surtout de leur valorisation, vont se poser tout de suite des questions de droit, des questions de droit de représentation, des questions de droit de diffusion de ces enregistrements, puisqu'évidemment, nous, archivistes, ne pouvons pas concevoir de collecter des fonds qui seraient à perpétuité incommunicables à d'autres qu'aux collecteurs et éventuellement aux personnes collectées. Ça serait évidemment pour nous quelque chose d'assez paradoxal par rapport à ce que sont nos missions de service public, nos missions de communication et de diffusion. Donc c'est un point auquel nous sommes évidemment particulièrement attachés et vigilants à ce que les collectes qui nous sont proposées et qui sont faites souvent effectivement à des finalités de recherche, de travail spécialisé, puissent s'inscrire malgré tout dans un cadre de valorisation qui nécessite effectivement que des droits aient été en amont concertés avec les personnes collectées, les témoins. Alors par exemple, nous venons récemment d'accueillir une collecte de témoignages oraux qui a été menée sur les habitants des îles de l'estuaire, ce qu'on appelle les îloutes, et effectivement ces aspects-là avaient été concertés en amont avec l'association qui a mené la collecte. Voilà, donc c'est un petit peu plus difficile évidemment quand on parle de collecte historique, où souvent les personnes collectées et les collecteurs ne sont plus de ce monde, ou en tout cas difficiles à identifier. Ça peut être plus difficile et donc il faut évidemment agir avec beaucoup de discernement pour éviter de se retrouver avec des fonds qui seraient paradoxalement inconsultables par le public. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui nous anime aujourd'hui. Nous en avons longuement parlé, notamment avec Jean-Jacques Casteret, puisque sur les fonds occitans, nous travaillons avec l'INOC, un travail a déjà été fait avec l'INOC. Plusieurs fonds sont ici collectés. Donc le fonds Grille de Prat, le fonds Gieur, le fonds Lavaux, voilà. Et d'autres sont envisagés. Le fonds Lapios également. D'autres collectes sont envisagées et nous souhaiterions évidemment que ces collectes soient l'occasion effectivement de reposer ces questions. Alors il y a une autre question aussi dont je n'ai pas parlé, il y a la question des droits bien sûr qui peut être parfois complexe. Il y a la question aussi du contexte, de la contextualisation de ces témoignages oraux. C'est-à-dire qu'effectivement si nous ne disposons que d'enregistrements, avec éventuellement, à minima, je dirais, le nom de la personne collectée, la date, le lieu et quelques données thématiques. Cela souvent dit peu finalement du contexte dans lequel l'enquêteur a travaillé, des finalités de son enquête aussi, qui sont autant d'éléments nécessaires à bien comprendre le témoignage oral lui-même. Et bien souvent, c'est ce qui fait défaut. Souvent, nous avons les enregistrements, mais nous en avons parlé avec Jean-Jacques Casteret, nous disposons de peu d'éléments de contexte, si ce n'est la personnalité de l'enquêteur, que nous pouvons connaître par ailleurs. Nous disposons souvent de peu d'éléments de contexte sur ces collectes. Voilà. Qui peut être effectivement un petit peu compliqué ensuite pour une valorisation et une exploitation, je dirais, plus par des tiers. Voilà. Et puis, voilà, donc nous sommes sur cette pratique-là aujourd'hui. Nous accueillons très volontiers des collectes faites dans différents cadres. Je vous ai parlé des îloutes, donc il y a des fonds occitans aussi qui sont en cours de collecte. Je peux vous parler par exemple des harkis, dans un domaine tout à fait différent. L'ONAC va lancer une campagne, enfin c'est une campagne qui est lancée au plan national, mais ici donc l'ONAC de la Gironde va s'engager dans une campagne de collecte de témoignages oraux de harkis. Voilà, et là nous avons effectivement une convention de partenariat qui va être passée pour pouvoir accompagner cette collecte en amont, non pas la réaliser nous-mêmes, puisqu'encore une fois nous avons
décidé que ce n'était pas notre mission. Elle sera réalisée par l'ONAC, mais accompagner cette collecte afin que les témoignages arrivent avec, je dirais, une contextualisation, avec une gestion des droits et un support technique aussi, voilà, qui permette une pérennisation de ces collectes, qui respectent évidemment en même temps les droits des personnes et des réserves de communicabilité. Il ne s'agit pas de tout mettre à disposition immédiatement, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais en tout cas de ménager la possibilité d'accéder à ces enregistrements. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu oui, j'ai à la question. J'ai juste une question. Est-ce que accompagner une collecte, ça peut être accompagné financièrement, une collecte? Alors, ça, c'est pas dans les missions des archives départementales. Par contre, ça peut relever des missions du département. Si on reprend le cas de la collecte des ILOUT, cette collecte, elle a été largement accompagnée, non seulement par le département, mais par la région, me semble-t-il. Voilà, donc là on est sur les règlements d'intervention des collectivités. Là ce ne sont pas directement les archives départementales qui peuvent financer ça. Voilà. En revanche, nous pouvons être sur du financement sur des problématiques de traitement de ces fonds, notamment par exemple s'agissant de fonds en occitan, en gascon. Nous n'avons pas de compétences en interne, donc là on est effectivement sur un accompagnement d'un intervenant spécialisé. Très bien, merci bien. Alors, je ne sais pas que je veux jouer la montre, mais je sais qu'on est pris par le temps. Et il y a Janie qui doit aussi partir dans 20 ou 25 minutes. Donc, je passe la parole à Janie Rouget et je te laisse le soin de te présenter toi-même. Merci Patrick. Oui, excusez-moi, je dois partir. Ça va me permettre de me présenter puisque j'habite dans le nord des Deux-Sèvres, c'est un petit peu loin d'ici. Voilà, et je dois prendre un train qui m'emmène à Poitiers et ensuite regagner mon domicile qui est à 1h30 de la gare de Poitiers. Donc, excusez-moi vraiment, il se trouve que je suis membre du CESER, donc Conseil économique, social et environnemental de la région de Nouvelle-Aquitaine, et que nous avions une réunion aujourd'hui, ce qui me permet d'être parmi vous pour cette table ronde avant d'aller à Niort samedi, où nous avons aussi une rencontre de collecteurs. Juste 2 mots sur d'où je parle. Essentiellement, mon expérience s'est faite dans la région Poitou-Charentes, ex-région Poitou-Charentes, dans le territoire plus particulièrement Poids-de-Vin, donc le nord des Deux-Sèvres, cette zone qu'on appelle le bocage Bressuiret, et où j'ai été un des responsables d'une fédération d'associations qui s'appelle l'UPCP, Union pour la culture populaire, en Poitou-Charentes-Vendée, et donc qui a conduit une expérience importante, enfin qui continue d'ailleurs, puisque c'est aussi le siège d'un centre de documentation d'archives orales qui s'appelle le CERDO, que certains connaissent peut-être, puisque dès l'origine de l'UPCP en 1969, nous avions inscrit dans nos objectifs tout le travail sur cette mémoire orale, en outre de tous les travaux qu'on a pu conduire. Alors, je vais faire une petite intervention qui n'est pas forcément qui ne traite pas tout à fait le sujet de la valorisation telle que peut-être vous l'attendiez, plutôt sur les grands principes qui me semblent devoir être toujours rappelés quand on fait du collectage et du coup quand on fait aussi de la valorisation. Et partir de ces grands principes, peut-être les resituer aussi dans un cadre plus large qui est celui du référentiel des droits culturels. Je vous dirai pourquoi c'est important pour cette région-là, Nouvelle-Aquitaine aussi. Et puis voilà, essayer de donner un cadre, un peu de réflexion. Pardonnez-moi si malheureusement je dois partir assez vite après, j'en suis vraiment confus parce que j'aurais bien aimé l'interactivité sur tous ces sujets. Alors, pour nous, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous, et en particulier à l'UPCP, mais je sais que parmi cette idée est partagée, la valorisation est presque consubstantielle avec le collectage, le travail sur les archives orales, puisque notre objectif premier, un objectif qu'on peut appeler politique, qui était bien la revitalisation des cultures de tradition orale, et en particulier sur les territoires où on a grandi. Et donc, il s'agit bien entendu comme ça qu'en permanence, la valorisation a été au cœur même du processus de collectage. Il me semble peut-être important de rappeler donc quelques grands principes. Alors,
nous tous, hein, comme vous, comme je l'ai entendu tout à l'heure, quand on a démarré notre travail, alors on ne disait pas collectage à l'époque, hein, mais d'enquête sur le terrain, à la quête un peu de cette culture qu'on pressentait comme ça, couvée sous la cendre, eh bien, on était plutôt à la recherche de collection, on va dire. On collectionnait les chansons, on collectionnait les danses, on collectionnait des objets en quelque sorte. Et que progressivement, la première leçon, on va dire, du collectage, c'est qu'elle nous apprend à rencontrer des personnes et pas des objets. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot informateur. Alors, il y a eu à une époque, dans notre région et dans d'autres, une petite polémique sur ce terme d'informateur. Le terme informateur laisse penser qu'on va collecter, rechercher des informations, et donc là encore une fois, des objets, et que en face de soi, on a une espèce de réservoir d'informations. Et en fait, la principale leçon du collecteur, c'est qu'il a en face de lui une personne qui a sa propre vision du du monde, et qui est vraiment porteur, donc, du coup, d'une culture. Vous savez, Montaigne disait chaque être humain porte la forme de l'humaine condition. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a appris sur le terrain progressivement. Et que donc, on n'était pas confronté à, comme ça, des objets en tant que tels, mais on avait en face de nous un sujet. Donc, la découverte de la personne en tant que telle et de son importance. Et donc, on est passé comme ça d'une vision de collectionneur, hein, c'est pas forcément un collecteur, à une vision de quelqu'un qui prenait une conscience culturelle, donc à une autre dimension. Et on va retrouver évidemment avec les droits culturels cette grande notion de la valeur de la personne. Une autre des spécificités, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose de particulier dans les pratiques artistiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose de collecter des pratiques artistiques que de collecter des modes de vie ou des savoir-faire. Parce qu'il y a dans la pratique artistique quelque chose qui échappe un peu à la fois au collectif, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie artistique du musicien, du chanteur, du danseur, même dans un collectif dans lequel il s'inscrit. Et qu'il y a une forme presque de résistance individuelle, parce que très fréquemment quand on parle des cultures traditionnelles, on pense vraiment des cultures d'une société, ce qu'elles étaient évidemment, mais elles étaient incarnées par des individus. Et surtout, il ne faut jamais oublier cette dimension personnelle, là encore, hein, de la valeur de la personne individuelle dans une expression collective. L'autre particularité aussi des savoirs artistiques, c'est qu'on a parlé de littérature orale tout à l'heure, j'ai entendu ce mot. Eh bien, il n'y a pas de littérature orale. Il y a peut-être un art de l'orature, si on veut expliciter le mot littérature, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des textes qu'on va interpréter, comme dans la musique classique, pour parler des musiciens, ou comme un théâtreux avec un texte de théâtre, alors que le conteur ou le musicien traditionnel, c'est un art d'un autre ordre. C'est qu'il est dans la recréation permanente de son texte. Son texte, il est en permanence malléable et il se façonne en fonction de l'interlocuteur, en fonction du contexte. Et c'est cette grande difficulté qu'on a à comprendre aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on a peut-être perdu cette dimension. Pardonnez-moi, je suis musicien avant tout, et je pense aux musiciens qui disent ben, je vais apprendre tout ça par cœur. Mais la musique traditionnelle, c'est pas apprendre par cœur une musique, c'est la vivre d'une certaine manière, et cette vitalité-là fait que c'est une culture vivante. Sinon, on reste évidemment dans du folklore, enfin au sens péjoratif du terme. Donc on est en permanence dans une recréation. Et après, il y a une autre donnée, surtout en particulier pour la danse, qui est évidemment un art très très important dans ce domaine-là, c'est que c'est... Alors j'ai parlé de l'art individuel, mais il y a quand même le poids du collectif là, dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on ne danse pas seul, on danse avec quelqu'un d'autre, soit un couple, soit un ensemble de danseurs, un quadrille, etc. Donc la grande difficulté, là encore, et ça vaut pour la valorisation, hein, tout ce que je dis, hein, c'est que c'est cette difficulté
autonomie dans un cadre contraint, mais qui interagit en permanence avec les autres. C'est cette grande difficulté-là qu'on a dans la pratique artistique du coup, et je pense que la leçon là, du collectage est extrêmement importante pour ma part. On a fait notre part en Poitou, Charente, enfin Poitou surtout, on a fait énormément de travail sur justement des veillées qui rassemblaient les gens, des veillées, enfin tu en as parlé Pierre tout à l'heure, en disant mais ça a été quelque chose qui était inscrit dans notre démarche de collectage, systématiquement, aller voir les gens, mais les rassembler, organiser des veillées, toujours, et dans lesquelles on avait une vie collective, et à l'intérieur de cette vie collective, une certaine force aussi de l'individu. Autre élément qui me paraît fondamental, c'est l'éthique de la restitution. Alors, si je fais référence là au texte d'UNESCO dont on va parler tout à l'heure, à la déclaration de Mexico sur les politiques culturelles 1982, la culture émane de la communauté tout entière et c'est à elle qu'elle doit retourner. Et ça, c'est un des grands sujets, parce que, vous savez peut-être, on en a parlé très incidemment tout à l'heure, mais on a eu une longue bagarre avec, par exemple, le Musée national des arts et traditions populaires, qui avait une conception qui est pour nous contraire même à l'éthique de ce qu'on recherche. Je cite un passage, on a fait avec Marlène qui est ici, une exposition sur le collectage avec le PCP, et dans lequel j'ai écrit un certain nombre de textes, vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez, sur le collectage. Mais, donc, il y a l'attitude du musée des arts et traditions populaires, en particulier dans le domaine de l'ethnomusicologie, hein. Ce n'était pas forcément dans tous les domaines, où il y avait une volonté de ne pas restituer ce qui était collecté au terrain sur lequel ça avait été, de peur que ça ne dénature le terrain. Vous voyez le sens. Alors on est à l'inverse là de la valorisation même que l'on cherche, hein, parce qu'il y avait une espèce d'appropriation privée en fait d'un bien public qui était la culture d'un territoire, d'un pays, même si c'était par une institution publique, mais c'est presque du domaine de l'appropriation privée. Donc, et puis évidemment, elle niait toute possibilité de revitalisation. Donc cette éthique de la restitution, elle est fondamentale. La culture doit retourner et être au service des gens qui l'ont portée. Et puis, dernier élément, c'est ce qu'on a appelé la mémoire en mouvement. Alors c'est le slogan du PCP, mais je pense qu'en matière de revitalisation, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sacraliser le répertoire, encore une fois, le transformer en objet. Ne pas considérer qu'on a comme ça, comme on pu le faire les groupes folkloriques à un moment, alors je ne sais pas, je ne veux pas en permanence les dénigrer, hein, puisque moi je suis parti de là, hein, le travail qu'on a fait avec mon association partait d'un groupe folklorique. Mais il faut bien penser que ce qui est extrêmement important, c'est la vitalité même. Alors j'ai dit qu'en matière artistique, cette vitalité, elle est consubstantielle même à la culture artistique. Il n'y a pas d'art s'il n'y a pas une vitalité, une transformation permanente. Et donc, dans la revitalisation d'aujourd'hui et du coup la valorisation des archives, il faut essayer de privilégier la qualité plutôt que la quantité, j'allais dire, et l'esprit plutôt que la lettre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une musique de violonneux, pour parler de celle que je connais la mieux, il y a un style qui se crée. C'est pas en copiant systématiquement tel ou tel musicien que je vais comprendre le style. Parce que chaque musicien s'était forgé ce style avec sa personnalité propre. Il faut essayer de comprendre ce qui est du ressort justement du collectif et ensuite l'adapter à sa propre personnalité. Et je pense que cette grande difficulté d'une recréation permanente de la culture, il faut l'avoir en permanence à l'esprit quand on recrée. Bon, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures. Je vous renvoie à ces textes qu'on a pu écrire à ce moment-là. Alors, en quoi ça rentre dans la référence sur les droits culturels et pourquoi c'est important? C'est parce que la région de Nouvelle-Aquitaine, vous savez, a placé la référence aux droits culturels comme un élément fondamental de sa politique culturelle. Et l'État français, enfin, j'allais dire, dans la loi NOTRe et dans la loi LCAP, donc sur la création et le patrimoine,
a aussi fait référence aux droits culturels. Les droits culturels, c'est un élément fondamental inscrit dans les textes de l'UNESCO, qui sont quelque part la Bible, signée par tous ces pays pour les politiques culturelles. Évidemment, il faut penser que l'UNESCO, c'est beaucoup de pays qui souffrent de l'uniformisation culturelle mondiale, mondialisée, et de leur difficulté à valoriser leur propre culture. Et qu'est-ce que c'est que les droits culturels? Texte UNESCO rapide, déclaration, alors je crois que j'ai mon incite, on a fait avec la FNCC, Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture, un ouvrage auquel je vous renvoie, Sources et enjeux des droits culturels. Parce que c'est vraiment quelles politiques culturelles sont issues de ça aujourd'hui dans nos territoires. Vous le trouverez sur le site de la FNCC. Donc, Déclaration universelle sur la diversité culturelle, UNESCO 2001. Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants. L'épanouissement d'une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels. Très rapidement, parce que là encore, on pourrait y passer beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de textes à la suite de cette déclaration de l'UNESCO. Il y a la Convention de Faro sur le patrimoine du Conseil de l'Europe, qui est très très intéressante. Comment, en matière patrimoniale, on peut appliquer ces notions-là. Et puis la déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007. Les grands principes, c'est bien sûr la reconnaissance de la diversité culturelle. C'est fondamental, c'est évidemment ce pourquoi nous tous, on œuvre depuis maintenant, j'ose pas dire le temps, mais 50 ans ou plus pour certains. C'est l'égale légitimité de toutes les cultures. Il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures. C'est évidemment le combat qu'on a dû conduire dans les années 70, qui aujourd'hui trouve son appui dans tous ces textes internationaux. C'est le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle. Donc, bien sûr, la liberté d'expression dans la langue et la culture de son choix. Je vous renvoie aussi, on avait fait un texte avec la FMDT. Dans ma vie, j'étais directeur de la FMDT. Françoise était là à ce moment-là. C'était en 93, qui s'appelle le manifeste de la FMDT. Et je vous renvoie à ce manifeste parce qu'on retrouve pratiquement, et pourtant on ne connaissait pas tous ces textes à l'époque, mais les mêmes idées dans ce manifeste. Et donc pourquoi le collectage et la valorisation des archives orales s'inscrivent dans cette philosophie? C'est qu'évidemment, comme je vous le disais, il y a la reconnaissance de chacun en tant que personne, en tant qu'être porteur de culture. Nous sommes tous, quelque part, nous avons tous une part de cette culture universelle. C'est la reconnaissance de la diversité culturelle, évidemment, qu'on a tous portée sur nos territoires. Il y a l'éthique de la restitution dont j'ai parlé. La culture émane de la communauté et c'est à elle qu'elle doit retourner. Et puis, il y a aussi cette liberté d'expression qui est fondamentale dans ces droits, les droits de la personne. Liberté dans la limite du respect, évidemment, de la liberté des autres. Voilà un petit peu, très rapidement esquissé les grands principes que je voulais, pour ma part, rappeler dans cette table ronde. Bien, merci Janie. Alors comme il nous reste 5-6 minutes avant que vous partiez, si dans la salle vous avez quelques questions, quelques éclaircissements ou à Agnès ou à Janie, c'est le moment d'en profiter parce que dans pas longtemps ils vont devoir nous quitter. Ben voilà. Pierre. Je voulais revenir, prolonger le concept de restitution. Parce que je suis tout à fait d'accord. Je pense personnellement que c'est un des éléments fondamentaux de ma propre démarche, de la démarche de beaucoup d'entre nous au début. Ce que je voulais dire, pour juste éclairer, prolonger un peu ton propos, c'est que on était dans la même logique au départ du collectage que ceux qui militaient pour la langue. À savoir, une langue, évidemment, tu ne vas pas réintroduire le garçon du Céleste dans les Deux-Sèvres. C'est une stupidité. Donc, tout ce qu'on recueillait, il y avait en face de nous les témoins, il y avait derrière nous les gens à qui on s'apprêtait à restituer tout ça. C'est-à-dire les gens du lieu. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin, si dans certaines régions ça s'est passé comme ça, semble-t-il, je pense qu'en Bretagne, en Pays-Bas,
ou les polyphonies corses, etc., cette restitution a eu lieu, c'est-à-dire que les gens du lieu, ceux qui pouvaient prétendre se réapproprier ces choses-là, l'ont fait. Mais dans beaucoup de régions, la nôtre en particulier, je parle de la Gascogne, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, à savoir qu'il y a effectivement eu réappropriation de ces choses collectées par beaucoup des gens qui sont là, mais à une échelle beaucoup plus vaste et pas sur le lieu lui-même. Le mouvement folk ou trad, appelons-le folk ou trad comme on veut, aujourd'hui, témoigne de cet état de choses. Je ne parle pas de jugement là-dessus. Je dis simplement que cette démarche de restitution est toujours infiniment honorable, mais que dans ses résultats, malheureusement, on n'obtient pas forcément ce qu'on recherchait ou ce qu'on avait souhaité. C'était un complément, c'est pas du tout, c'est pas une question, c'est pas une critique, c'est pas quoi que ce soit d'autre qu'un petit complément, parce que ce mot de restitution, effectivement, m'interpelle depuis longtemps. La première restitution, c'est d'abord à ceux que l'on a pu collecter ou rencontrer. C'était ce sens premier du terme restitution. Après, la revitalisation qui peut en être issue, ça évidemment, c'est un autre chantier. Et effectivement, comme tu le dis, par rapport à ce qu'on pouvait espérer quand on a démarré tous ces travaux, on peut être parfois déçu dans certains domaines. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir de nostalgie par rapport à ça. Encore une fois, c'est l'esprit plus que la lettre. Alors je sais bien que dans le domaine linguistique, les choses sont plus dramatiques que ça. Moi je suis dans une région où Poitevin-Saintongeais était une langue qui était très vivante. Voilà, maintenant, elle a quasiment disparu. Et donc, je sais bien cette dimension-là de la culture qui est perdue. Après, il faut essayer d'œuvrer sur les éléments sur lesquels on a encore un peu prise, les éléments artistiques, musicaux, chantés, contés, etc., qui peuvent encore nourrir les générations d'aujourd'hui et qui les nourrissent toujours. Autre question, intervention? Merci, merci d'être venu. Et puis bon retour alors. Bon et long retour, parce qu'on est dans une Nouvelle-Aquitaine qui a pour particularité d'être une grande région. Bon, et merci à tous les deux. Bien, nous allons donc continuer peut-être avec le témoignage l'intervention de Françoise. Et puis après, nous passerons peut-être à deux témoignages un peu plus de terrain. Pareil, je te laisse la liberté de te présenter toi-même. Donc, Françoise Épée, je suis responsable du département de musique traditionnelle au Conservatoire de Limoges et maintenant j'ai plutôt la casquette pédagogue que collectrice, contrairement à mes deux interventions précédentes. J'aurais bien rebondi aussi sur les questions de communauté qu'a évoqué Janie. C'est vrai que le texte de l'UNESCO semble concerner des sociétés qui ne sont pas vraiment celles dans lesquelles vivent nos élèves aujourd'hui. Je pense que la plupart de nos élèves, et ce qu'on peut regretter d'ailleurs, ne se considèrent pas comme appartenant à une communauté régionale. S'il y a un sentiment de communauté chez eux, ce qui n'est pas toujours le cas, ça sera pour beaucoup celui d'appartenir à un monde sympathique, convivial, qui n'est pas celui de la musique commerciale qui côtoie par ailleurs. Et pour les plus engagés d'entre eux, d'appartenir au monde des gens qui s'intéressent à la musique traditionnelle de façon pointue, disons. Je vois toute cette gamme, mais qui est vraiment une identification à une culture régionale. Ça ne concerne pas
énormément de monde, ou désir de valorisation d'une culture régionale. Ça concernera peut-être en premier lieu les gens qui s'intéressent de très près à la langue. Je pense que c'est la langue qui identifie la région. Pour la musique, ça peut être plus large que les aires culturelles linguistiques. Alors, nous, notre travail de pédagogue, en tout cas de certains d'entre eux qui ont la même démarche que moi, c'est d'intéresser tous ces jeunes, ou moins jeunes, mais c'est plus facile avec les jeunes qui sont plus malléables, aux sources dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire aux enquêtes. Ça ne va pas de soi non plus que les gens soient demandeurs d'enquête. Pour beaucoup, en accordéon diatonique par exemple, quand ils arrivent, ils sont demandeurs de tablature. Et puis des tablatures, ils en trouvent à foison sur Internet, ils trouvent plein de choses sur YouTube. Donc amener les gens à s'intéresser aux collectes, aux documents de collecte, c'est vraiment un travail qui est difficile, qui demande beaucoup d'engagement et d'habileté aussi, parce que c'est une chose dont je n'ai pas parlé dans mes interventions, mais d'autres l'ont fait dans la journée. Notre intérêt, nous, pour la musique ou la danse des gens qu'on a rencontrés, des gens qui étaient dans les sociétés issues de la tradition, est passé pas mal par l'affectivité. Des violonneux comme Léon Perra ou François Mathieu, ça a été des grands-pères supplémentaires pour moi pendant quelques années. Il y a beaucoup d'affection qui nous reliait à eux. Et intéresser les jeunes à ces sources, c'est arriver à trouver aussi des petits raccords affectifs. Alors ça passe par nous, bien sûr. L'affection qu'ils ont pour nous rejaillit en quelque sorte sur ce qu'on a enregistré, ce qu'on leur fait entendre. Mais c'est pas suffisant. Et leur démarche en direction des collectes mises à disposition demande un effort. Ce que je voudrais donc dire au passage, c'est que surtout il ne faudrait pas qu'il y ait, et il y en a encore beaucoup trop, de barrières devant les sources qui sont dans les centres d'archives ou qui sont dans des associations, parce que c'est déjà tellement difficile d'amener des gens à s'intéresser aux sources qu'on ne peut pas les emmener face à des barrières, à des murs, puisque le mot a été prononcé, même si c'était sous forme de lapsus. Et les gens qui sont détenteurs ou qui gèrent les collectes sonores ne comprennent pas forcément à mon avis, ils ont un devoir de transmettre ça. Ils ne doivent pas répondre non pour des raisons qui souvent semblent légères, je trouve, de droit face à l'urgence et la nécessité qu'il y a de communiquer les choses et de partager ce qui était quand même au départ, quand on a collecté nous, du domaine public, de l'ordre du domaine public, toutes les personnes âgées qui nous ont donné leur musique, ou leur danse, ou leur chant, ils les ont donnés pour tout le monde, ils ne les ont pas donnés pour les collecteurs, ils ne les ont pas donnés pour un centre d'archives qui verrouille les choses, éventuellement, quelquefois. Donc, c'est quelquequefois trahir le collecté que de ne plus vouloir diffuser ce que lui, il a donné pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire, et voulais-je dire bien... Oui, je pense aussi que les enregistrements sonores et audiovisuels dans des lieux de ressources, c'est important. Mais il y a aussi, bien sûr, la diffusion sur Internet maintenant, qui est très importante aussi. Et là, je pense que pour recréer du lien affectif, le minimum, c'est qu'il y ait des images décollectées. Des pages où il n'y a que du texte, ça rebute les gens. Et il faut des arborescences aussi. Qu'on ait la musique, si possible, synthétique, avec une image. Je pense à la Bias, qui pour moi fait des choses assez chaleureuses, et puis des liens pour essayer d'approfondir sur la biographie peut-être de la personne collectée. Et sur des films, si on peut en avoir, je regrette infiniment maintenant d'être tellement limité dans les enregistrements et dans les films à ce qui était musical ou ce qui était danse, alors que je vois que pour toucher les jeunes maintenant, il faut que les gens parlent
mais on a souvent raté le coche. Alors je cherche dans les films le moment où la personne collectée va parler. Et on a une image complètement différente d'elle et hyper importante. Donc, importance de site internet. Je pense aussi importance de lieux, comme on a créé au conservatoire à Limoges, là pour la musique traditionnelle en tout cas, ressources où il y a des CD qu'on puisse emporter, qu'on puisse consulter, qu'on puisse écouter chez soi. Parce que l'intérêt, c'est non seulement de s'approcher du répertoire, mais la musique, c'est pas seulement le répertoire, c'est les styles aussi. Et puis aussi, ça peut être l'étude, les analyses, il faut du temps pour ça. Importance aussi pour moi, d'un aspect des choses auxquelles on pense que très rarement, de rééditer les CD qui ont été publiés, les 33 tours qui ont été publiés. Il y a tellement de choses épuisées maintenant. Alors, il y a quelquefois des mises en ligne qui se font. Je vois ce qui se fait pour le moment en ouvert, mais oui, il n'y a que la musique. Mais là, on est encore complètement à côté. Il faut que tous les livrets qui étaient quand même importants de ces CD qui ont été ceux du début des années 90 ou des 33 tours d'avant, que les livrets soient à disposition aussi. Et ça manque un petit peu pour le moment. Voilà. Tu parlais de ces étudiants d'accordéon diatonique avec ce désir de tablature, etc. Quel est le lien, quel est le désir de la langue dans la pratique instrumentale et quel est l'intérêt d'une maîtrise de la langue pour la chanson, par exemple si on doit chanter en occitan, en basque, en santonge équateur? Pour moi, personnellement, c'est fondamental. Mais quand on a fait pour le moment, les choses sont mouvantes au niveau des textes d'examen, de concours pour les profs de musique traditionnelle. Je ne suis jamais arrivée à faire passer qu'il y ait une ligne dans les textes du profil qu'on attend des profs, quoi, des épreuves qu'ils ont à passer, qui fassent référence à la langue. Ça a été vraiment une grosse déception. Je pense que c'est parce que les textes sont généraux et incluent des musiciens qui pratiquent les musiques extra-européennes. Donc, on pensait souvent aux musiciens qui pratiquent les cultures mandingues. Et là, c'est une mosaïque de langues. Et j'ai eu l'impression que les inspecteurs se disaient on ne peut pas leur imposer d'apprendre le barbara ou le wolof ou des tas de langues. Et du coup, c'est devenu... ça n'apparaît pas. Moi, je suis complètement désolée quand des gens massacrent le titre d'une bourrée, par exemple. Ils ne sont pas capables de la chanter. Mais c'est un état de fait. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie de la démarche du pédagogue, d'essayer de faire prononcer au moins correctement le titre des morceaux qu'il joue aux musiciens. Mais c'est peut-être un combat à mener. Déjà, à mener les gens à écouter les sources sonores, c'est pas facile. À les amener à la langue, c'est pas facile non plus. Mais moi, je considère que ça fait partie de notre travail. Auriez-vous une question à poser, voilà, Françoise? Moi, ce serait pour rebondir sur ce que Françoise a dit. Moi, ce serait plutôt pour rebondir sur ce que Françoise a dit par rapport à la valorisation des sources, sur Internet notamment, mais voilà aussi auprès des archives, des pôles. Moi, j'ai fait un mémoire sur, par exemple, le violon dans des régions girondines et voilà. Les langues girondines, c'est quoi par ici là, le Gabardin et Bazadé. Et c'est vrai que pour accéder aux sources, c'est vraiment un jeu de pistes, surtout à l'époque. Je ne sais pas maintenant comment ça a évolué. Je sais qu'au Conservatoire Occitan, ils font beaucoup de travail de mise en ligne. Mais voilà, ça reste quand même pour, je pense que je représente un peu la jeune génération qui est un peu en recherche de sources et qui s'intéresse justement notamment à tout ce qui est enregistrement, que ce soit vidéo ou audio, parce que voilà, on n'a pas eu la chance forcément de connaître voilà, ces personnes. Et du coup, je pense qu'il y a un gros travail à faire, notamment par rapport à tout ce qui est sur Internet. J'ai regardé un petit peu, parce que je fais pas mal de musique irlandaise, et en musique irlandaise, ils sont vraiment beaucoup en avance sur nous en France. Notamment, peut-être parce que tout ce qui est tempérament anglophone, ils vont agir avant de parler pendant longtemps.
Peut-être qu'ils ont un peu moins réfléchi avant de faire, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus de sources et beaucoup plus de documents en ligne facilement accessibles. Je pense à par exemple thesession.org, qui est un site qui répertorie à peu près tous les airs irlandais. Alors certes, ils mettent des partitions, des choses en MIDI, mais aussi ils vont mettre des enregistrements qui vont être de plus ou moins bonne qualité. Hein. Après, voilà, il y a un peu de tout, c'est participatif, donc ça va être peut-être pas forcément des choses de référence, mais ça donne quand même des idées, et après des titres, des choses pour aller plus loin, pour aller chercher d'autres sources. Et notamment, ils ont aussi un pôle qui s'appelle l'ITMA, c'est l'Irish Traditional Music Archive, qui est en ligne, et là où on peut voir des vidéos de collectage, on peut écouter des airs de musique, pris dans différents coins. Et j'espère qu'en France, on va voir naître le même type de projet qui pourrait regrouper tous les travaux d'archivage qui ont été faits depuis des années et qui seraient accessibles par les jeunes générations, et justement pour avoir cet accès aux sources et pouvoir, même si c'est sûr la connaissance des personnes collectées et le fait de vivre cette musique et de l'écouter n'est pas forcément accessible pour nous, jeunes générations, mais le fait d'écouter, de s'imprégner de ces musiques, d'aller voir. Moi, dans le travail que j'ai réalisé par rapport au violon, j'ai essayé d'aller voir aussi les personnes qui ont collecté pour essayer de trouver comment définir les personnalités de ces personnes collectées. J'ai été surpris de voir, par rapport aux vidéos que j'ai pu voir, de découvrir des personnalités qui, au premier abord, juste avec un audio, étaient complètement différentes de ce que j'aurais pu voir. Donc voilà, j'espère voir naître ça en France. Il travaille, mais c'est beaucoup de travail et c'est loin d'être consensuel. Il y a beaucoup d'étendeurs en collection qui refusent de mettre à disposition. Les arguments, ils sont quelquefois valables, quelquefois moins. Mais de toute façon, c'est beaucoup de travail, c'est pas simple. Il y a plein de gens qui travaillent, il y a plein d'endroits où on discute de ça. On en a parlé tout à l'heure. C'est très compliqué parce qu'il ne suffit pas de convaincre telle ou telle chose de filer son fonds. Quand tu as 200 heures à traiter, il y a un boulot de dingue derrière. Si tu veux faire des notices, si tu veux faire ce que disait Françoise tout à l'heure, des illustrations, récupérer des images et tout ça, et que on a des petits bras et que c'est vraiment compliqué à faire. On manque de... Mais ça veut surtout dire, on manque, il y a une illégitimité de notre travail. C'est-à-dire que c'est pas normal que vous soyez que 3 en Limousin, c'est pas normal qu'en Gironde on ait personne pour faire ce travail-là. Et c'est tout ce que l'on a dit tout aujourd'hui, c'est un travail qu'on a fait à la marge. On l'a fait par volontarisme, on l'a fait en se payant les cassettes. Il y a eu des exemples en disant j'avais l'argent que pour une cassette. Donc on a fait tout ce travail-là aussi dans l'alternative, dans la marginalité, et je crois que c'est de ça dont il faut aussi parler en termes de politique publique, quoi. À propos des sources, bon, j'adhère complètement à ce que tu as dit, Françoise, notamment sur la question de les gens collectés n'ont pas collecté pour une personne précise ou pour un centre de documentation, mais pour l'humanité entière. À propos des sources, moi je remarque quelque chose depuis pas mal de temps. Les gens de ma génération et de la génération suivante sont quelquefois assez désinvoltes sur la question des sources. D'où vient telle mélodie, d'où vient telle forme de danse, etc. Par contre, vous, je pense que vous êtes de la 3e génération par rapport à moi. Vous me semblez beaucoup plus exigeant à ce niveau-là. Ça me fait beaucoup plaisir. Moi, je suis très souvent interrogé en tant que collecteur, ça m'est arrivé il y a un quart d'heure, sur les sources, sur la question des sources. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse être beaucoup plus au clair qu'on l'a été souvent sur les sources de tel et tel document. Ça permet en plus de les enrichir d'une part. Parce qu'il y a beaucoup de sources qui sont au pire, aux forces, au mieux mal renseignées, et de les critiquer aussi. Donc c'est vraiment un débat qui est à ouvrir, qui est à encourager. Moi je suis très content que les
danseurs, musiciens, etc., de votre génération, soient aussi vigilants et exigeants sur la question des sources. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Bon, on va essayer de finir les interventions et puis après, non, on verra après si on a un peu de temps, mais c'est histoire de ne pas trop les écourter. Jean-François Sibers de la DRAC vient de nous rejoindre et c'est lui qui conclura. Et donc peut-être c'est passer la parole à Michel Feignet qui a une expérience et d'anthropologue et de créateur. Et puis avant de finir par Jean-François Sibers, on finira peut-être par Arnaud. Merci. Bonjour. Moi je suis anthropologue et comédien. Et au niveau de l'anthropologie, ce qui m'intéresse, c'est le travail. Alors, au départ, le travail rural. Et ensuite, l'entreprise, donc il n'y a rien à voir avec le travail rural. Donc je vais vous relater une petite expérience de collectage et surtout l'utilisation que j'ai essayé d'en faire. Donc dans les années 80-90, j'avais entrepris mes études d'anthropologie. Et mes sujets de travaux, c'était le travail rural. Et donc j'ai fait une enquête sur le travail rural, notamment sur la mécanisation. Et en parallèle, j'ai fait du collectage donc, dans une zone, la Dordogne, qui est la Double et le Landais, donc c'est deux forêts qui sont à la limite de la Gironde, on va dire. J'ai collecté 9 musiciens, un violonneux, 8 accordéonistes et 3 personnes qui connaissaient, alors je n'appelle pas ça des conteuses, parce que ce n'était pas des conteuses, c'était des femmes qui connaissaient les chansons et des contes. Donc tout ce travail-là, je l'ai laissé tomber 30 ans. Puisque après j'ai travaillé sur l'entreprise, donc c'était pas le même thème. Et puis j'ai acheté un appareil de numérisation donc il y a 6 ans, et j'ai numérisé les cassettes, et j'ai repris le travail que j'avais fait sur le monde rural. Et donc quand j'ai fait ce travail-là, j'ai voulu trouver des interlocuteurs institutionnels. J'ai eu beaucoup de mal en fait, parce que je ne rentrais pas dans la case B33. Voilà. Du coup j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je vais essayer de mettre en valeur, parallèlement j'ai fait une formation de comédienne, donc j'ai dit je vais essayer de valoriser ce travail en montant un spectacle en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai monté un spectacle, donc j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'aide à la direction d'acteur et à la mise en scène avec moi. Après je suis allé voir des professionnels du chant, notamment Pierre Boissière, je suis allé voir un après-midi. Et en fait j'ai travaillé avec mon collectage en fait, donc alors mon souci c'était d'être fidèle au collectage, également notamment au niveau linguistique, puisque moi je suis dans une zone de tampon entre le Languedocien et le Limousin, et donc j'ai souhaité garder exactement le collectage au niveau langue tel que je l'avais fait, c'est-à-dire que dans ma restitution, je restitue exactement. Alors la difficulté ça a été aussi de faire un spectacle accessible à tous, puisqu'il y a très peu de gens maintenant qui parlent occitan, donc du coup c'est un spectacle où je mélange les langues, les chansons sont en occitan bien sûr. Il y a un peu de musique, mais moi je ne suis pas un grand musicien, donc c'est juste anecdotique. Ensuite, il y a des contes. Alors les contes, ils sont en français, c'est moi qui les ai écrits. Et il y a des histoires en occitan. Et donc pour ce qui est de l'occitan, quand c'est un petit peu long, j'ai mis une traduction au genre à l'entrée du spectacle. Voilà. C'est un spectacle. Alors moi, mon souci, c'était d'aller vers des milieux qui ne sont pas peu sensibilisés à l'occitan. Puisqu'en fait, bon, je travaille seul, c'est-à-dire que je n'ai pas d'aide, moi. C'est-à-dire qu'il y a des instances qui sont censées aider, notamment la culture occitane, mais moi je ne les connais pas, je veux dire, donc c'est pas grave. Mon spectacle, j'ai joué une vingtaine de fois, et ma fierté, si vous voulez, c'est de jouer dans des lieux qui sont complètement hors milieu. Je veux dire, là cette semaine, j'ai joué au Festival des Caves de Bordeaux, donc qui est un festival. Hier soir, il y avait un texte de Kafka, d'accord. La semaine prochaine, il y a un texte de Foucault, et moi j'ai joué samedi et dimanche. Mon spectacle s'appelle Hommes et femmes du Landais, Hommes et femmes hollandais. Voilà, donc quelque part, c'est ça qui me plaît, si vous voulez, d'aller vers des lieux en fait qui ne sont pas peu habitués à écouter cela. Et dans le même ordre d'idée, si vous voulez, alors j'ai le spectacle, c'est un spectacle qui est en salle 1 heure et en rue 40 minutes. Et l'année dernière, j'ai testé en rue, donc je l'ai joué au festival les Grands Chemins à Axe et les Thermes. Et j'ai eu un bon écho, parce que je l'ai joué 3 fois, à chaque fois il y avait à peu près 80 personnes, bon, je ne comptais pas, après ils venaient discuter. Et là cette année je vais jouer à Aurillac, donc au festival d'Aurillac, donc il y a des plus grands festivals de rue, il y aura la langue occitane sera présente, par mon intermédiaire, je veux dire. Voilà, donc voilà un petit peu. Alors en parallèle, ce qui m'intéressait de faire, puisque au festival local, ils m'ont demandé si en dehors de mon spectacle j'avais d'autres choses à proposer. Et en fait j'ai proposé une conférence, alors en lien avec ce dont vous discutez, c'est-à-dire
Ça s'appelait d'une recherche académique au collectage à sa représentation scénique. C'est-à-dire en fait comment on passe d'un travail universitaire, si on veut, d'un collectage à la scène. Alors, est-ce qu'on garde des données brutes ou pas? Est-ce qu'on modifie? Oui, toutes ces questions-là, oui. Donc la conférence, elle aborde ça. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour cette expérience. Donc, le collectage, si vous voulez, c'est un collectage, je vous dis, bon, en musique, il était très important, mais moi, je ne suis pas musicien, si vous voulez, je n'ai pas fait grand-chose, mis à part jouer un morceau de spectacle, mais voilà. Mais en conte et en histoire, il n'était pas très important, mais je l'ai valorisé au maximum, je veux dire, parce qu'en fait, j'ai utilisé quasiment tout ce que j'avais collecté, et voilà. Et donc, le spectacle continue, j'ai joué 20 fois, donc bon, il tourne relativement. Alors, il ne tourne pas forcément, je veux dire, je joue en médiathèque, j'ai très peu. À Mi-Occitan, j'ai très peu joué, à part à Bordeaux, j'ai joué dans le cadre du Festival Mascaré, mais c'est le seul endroit, je veux dire. Je pense que en Dordogne, personne ne Mi-Occitan est venu dans mon spectacle. C'est quand même, voilà. C'est quand même bizarre, je veux dire. C'est partout le milieu occitan, dans les caves, c'est aussi le milieu occitan. Oui, mais c'est pas forcément. Non, bien sûr. Non, la question justement, c'est quelle réception Non, la réception elle est bonne, ça raconte l'histoire d'une famille de paysans, donc de 1900 aux années 2000, avec le grand-père, la grand-mère, et donc il y a des choses qui arrivent, c'est un spectacle qui est construit, je veux dire, ça raconte une histoire, et donc c'est un spectacle sur la mémoire aussi, ça questionne déjà à la fin sur la fin du spectacle, c'est vous, quand est-ce que vous allez voir vos parents pour entendre leurs histoires, ou raconter les vôtres à vos enfants ou vos petits-enfants, voilà. Donc le but du spectacle, c'est de questionner les gens sur la mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais chercher chez mes aïeux, ou qu'est-ce que moi, en tant qu'aïeux, je donne à mes enfants. Voilà. Donc, du coup, il y avait un gamin de 9 ans l'autre jour qui est venu, je veux dire, lui, ça le questionne aussi par rapport aux relations qu'il a avec ses grands-parents, même si c'est pas la langue occitane, je veux dire, voilà. Donc, du coup, ça intéresse les gens parce que ça parle de la mémoire aussi. Et si on n'a pas le temps d'aller à Aurillac, qu'on habite en Bordelais, où est-ce qu'on peut venir te voir? Moi, j'ai joué à Bordeaux, là, mais là, je jouais à Dordogne il y a 3 semaines. Mais là, pour l'instant, je joue à Aurillac, c'est tout là pour l'instant. J'ai déjà passé à Bordeaux 3 fois. Oui, Nous avons apprécié. Merci, ouais. Une intervention, une question? Ou sinon on passe au témoignage d'Arnaud, on finit par le plus jeune, et peut-être que ton intervention va faire écho à quelques-unes des questions que vous vous posez, vous, jeune génération, dans la salle. Merci. Je remercie Jean-Jacques Casteret de l'INOC de m'avoir pu, que j'ai pu participer à cette table ronde. Je remercie aussi les archives départementales de la Gironde. Alors, je vais faire une petite bio très rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Arnaud Bibonne, je suis musicien. Moi j'ai un parcours assez chaotique parce que j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la musique ancienne, j'ai fait de la musique dite traditionnelle. J'ai commencé à l'âge de 12 ans la pratique du fifre dans le groupe Cric des Prates. Et puis chez moi on écoutait pas mal de musique médiévale, de musique trad, mais d'un petit peu partout. Donc du coup je me suis un peu intéressé à plein de choses. Je suis rentré au Bagat de Bordeaux où j'ai fait 2 ans de cornemuse écossaise. Je me suis intéressé à la musique irlandaise de façon très anecdotique, mais j'en ai fait quand même un peu. J'ai commencé vers l'âge de 15-16 ans. Et puis, à l'école de musique de Langoiran, s'est montée une classe de cornemuse des Landes de Gascogne. Et du coup, j'étais très attiré par cet instrument. Et c'était Jean-Marc Baraton, du Rondeau Bordelais, qui proposait de faire des cours de cornemuse. Donc du coup, j'ai pris des cours avec lui, j'ai pris des cours aussi avec Yves Puy-Ségur pendant 1 an, mais de façon très anecdotique. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à être intermittent plutôt dans le milieu de la musique médiévale, enfin musique médiévale, je dirais plus musique d'animation pour fêtes médiévales, parce que le répertoire qu'on fait dans les fêtes médiévales, c'est que de la musique Renaissance à 90%, donc ça n'a rien de médiéval, c'est de la musique festive, de la musique pour la danse, mais
Bon bref, ça c'est une petite parenthèse. Et j'ai rencontré, donc alors, je vais faire vite, j'ai rencontré Camille Rebaud dans un pub au Connemara à Bordeaux il y a plus de 10 ans, qui animait une session de musique irlandaise, et puis ça a été un peu, pas à ce moment, mais un petit peu plus tard, le coup de foudre entre nous deux. Voilà, on a commencé à jouer violon et cornemuse. Et c'était vraiment chouette de travailler, enfin de jouer pour la première fois avec quelqu'un qui pratiquait le violon comme Camille, une personne vraiment très, très talentueuse. On a monté Faburden. Alors au début, Faburden, on faisait de la musique à danser. On ne savait pas trop si on faisait de la musique plus ancrée, sud-ouest, parce qu'on faisait des morceaux traditionnels, on faisait de la composition. On avait même un andro dans le répertoire. On ne savait pas trop. On était dans un monde où on marchait un peu sur des œufs. Et puis, après... ah oui, il y a quelque chose qui était très rigolo. On a eu une fois c'était l'UCEP qui organisait la licence UCEP pour apprendre, pour animer les bals enfantins avec les enfants. Et j'avais rencontré Jacques Baudouin à cette époque. On était dans un bar à Arcachon et j'ai commencé à parler avec lui et je lui disais voilà, moi la musique c'est le sentiment, c'est tout ça. Et puis Jacques m'a fait prendre conscience que la sensibilité dans la musique traditionnelle, tu peux te la mettre où je pense. Ce qui est important, c'est la cadence. Voilà. Donc là, c'est un monde qui s'est un peu ouvert à moi. Je me suis dit, oula, d'accord, bon, il va falloir que je m'intéresse un peu plus à cette musique-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc Jacques et puis à un moment donné Jordi Desjans sur la route. J'ai participé à un stage de danse de rondo et là, ça m'a complètement ouvert. Enfin, c'était vraiment un autre monde, surtout avec Jordi Desjans que je salue et que je respecte énormément en tant que musicien et aussi en tant qu'individu. Voilà, donc ça c'est un peu le parcours. Je ne pourrais pas vous parler parce que j'ai fait beaucoup de choses en tant que musicien professionnel. Alors parallèlement, je suis rentré des années plus tard, c'était en 2013 il me semble, en DEM à Limoges, avec Françoise Été, qui s'occupe du DEM. Et j'ai commencé à m'intéresser à la musique du Massif Central, musique d'Auvergne, voilà, et des Auvergnats de Paris, puisque j'ai pris option cabrette et j'ai pris des cours avec Michel Esbelin à Paris. Et j'ai fait mon mémoire d'ailleurs sur Michel Esbelin. Voilà, donc ça a été un peu, je pense, le point culminant dans la réflexion autour du collectage, de l'analyse de ce qu'on fait du collectage et comment on se l'approprie. Voilà, donc ça je vais le détailler un petit peu plus tard. Et étroitement, donc au même moment, je continue à jouer avec Faburden et avec Camille. On s'est dit, à un moment donné, ça serait bien de faire un disque de répertoire, cornemuse et violon. Donc du coup, on a été très vite attirés. Et ça a été très vite, en l'espace d'un an. On a eu beaucoup de chance, parce que, bon, déjà, Michael Bory, c'est un ami de longue date et qui était en DEM avec moi. Il faisait son mémoire sur les violonneux dans les Landes girondines et grâce à lui on a pu avoir une grosse partie des collectages qu'on a pu lui donner pour travailler au mieux sur son mémoire. Donc ça a été super. Donc oui, Michael? Non, c'est bon? C'est la note? J'ai dit quoi? C'est lui qui vous a donné, mais ça on avait compris. Ah pardon, excusez-moi. D'accord. Donc là je vais rentrer dans le vif du sujet, mes relations par rapport aux sources. Donc avec Camille, quand on a fait donc, ce disque de répertoire, on a utilisé d'abord les collectes en ligne, donc les collectes qui étaient sur le site de Sundaki, Noc. On a pu accéder au fond de Jacques Baudouin sur les violonneux, le violonneux Fernand Tarit, Louis Pontins qui était accordéoniste, et aussi Henri Daubat. Henri Daubat qui est le violonneux qui est l'un des plus anciens, qui est un peu au-dessus des autres, enfin au niveau stylistique et ancienneté. On est parti rechercher des collectages sur le site du Conservatoire Occitan.
On a pu retrouver pas mal de choses aussi. Et puis on avait quelques vinyles 33 tours, notamment les vinyles des Perlimpinpin. Il y avait une suite qu'on a voulu mettre sur notre disque, qu'on trouvait vraiment très très bien. Voilà. Et puis à la fin du disque, on a repris un des morceaux qui était joué par Jean Tibenke, donc sur le disque Okora. C'était d'après des 78 tours qui ont été numérisés. Voilà. Alors, sur les collectages que Michael nous avait passés, c'était principalement des violoneux plutôt en contexte d'après-guerre, qui étaient plutôt influencés par le classique. Et, bon, je ne vais pas vous en parler énormément parce que moi, je n'ai pas de pratique du violon et c'est dommage que Camille ne soit pas là parce qu'il aurait pu davantage en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ce sont des violoneux qu'on a commencé un peu à écouter pendant des heures et des heures et des heures. C'est des gens qui avaient une pratique du violon après-guerre et qui n'avaient pas connu les stylistiques et qui n'avaient pas le son en fait finalement comme Henri Daubat. Voilà, on est vraiment dans des mondes très très différents. Et donc cette réflexion on l'a eu bien après avoir sorti le disque. Au début nous on voulait faire juste travailler sur du collectage. Les moyens pour travailler sur la collecte, c'était soit Camille, c'est quelqu'un qui il a une mélodie sur partition, ça va très très vite. Moi c'est plutôt d'oreille, donc on avait deux champs opératoires qui étaient très différents mais finalement assez complémentaires. Et puis quelquefois on utilisait des logiciels comme Cubase quand on avait besoin vraiment de ralentir pour entendre certaines micro-intervalles qu'on pouvait entendre sur les violons. Bon, alors c'est très très subjectif hein, parce que Éric Marchand, que j'ai fréquenté à un moment donné, parce que j'ai fait la Crest Voice Academy, disait que un geste qui est une note qui est un peu plus basse, si à chaque cycle c'est une répétition, c'est un geste volontaire. Voilà. Donc ça a été un peu ça, moi, ma manière de penser quand on écoutait les collectages. Alors, la grande question, c'est jouer du répertoire de violoneux avec une cornemuse dite revivaliste, enfin revivaliste. C'est alors le champ opératoire est très, je dirais très compliqué et pas compliqué à la fois. Pas compliqué dans le sens, il suffit d'écouter un collectage, de l'entendre et de se le chanter et après essayer de le reproduire dans l'instrument. On me dirait, bon, c'est facile comme ça, mais après, le faire, c'est une autre chose. Ce qui a été plus difficile, je pense, sur les morceaux joués par les violoneux, c'est d'arriver à trouver des ornementations ou un aspect plus technique et essayer de le reproduire à la cornemuse. Tout ça si on a un chant qui est la technique de jeu sur la cornemuse, qui est issue des musiques anciennes, tout ce qui est flattement, tri, détaché. C'est quand même des outils très, très intéressants pour pouvoir justement travailler sur ces collectages. Ça a été très difficile de travailler sur certains rondeaux parce que quelquefois on pouvait avoir des ambitus qui dépassaient l'octave. Donc du coup, quand j'arrivais à l'octave, je remontais la gamme et je redescendais, mais en fait c'est sur une octave. Donc il faut s'imaginer les notes, c'était un peu empirique, mais finalement ça fonctionne. Et puis voilà, moi je pense que ce qui est le plus important dans la musique, c'est avant tout la cadence, avant la mélodie, et puis bon, voilà, si on fait des petites notes un peu empiriques, c'est pas grave, du moment qu'on a le tempo et qu'on est dans la danse, c'est le plus important. Alors quelque chose qui est très important, je pense, il ne faut jamais considérer que les collectages sont des sources à part entière, c'est-à-dire dans le sens où un collectage, vous le savez tous, c'est un instant T, et du coup quand on collecte une personne, c'est une personne qui peut avoir un handicap, une personne qui peut avoir, je sais pas, mal à la tête,
un peu à fleur de peau, donc dès qu'on l'enregistre, elle a un peu le trac. Vous voyez, un peu comme moi quand je suis en train de vous parler, mais quand je joue de la musique, ben, c'est plus pareil, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur les collectages. Je prends le cas de Bergeau, par exemple, qui lui manquait un doigt. Il a un jeu qui est fabuleux, mais qui est lié justement avec son handicap. Il y a vraiment un lien très très étroit. Voilà. Et alors aussi, alors ça c'est plus une réflexion large, je pense que les collectages, on peut se les réapproprier, mais avec notre vision du 21e siècle, parce qu'on est complètement décontextualisé de la société traditionnelle dans laquelle il vivait. Le répertoire qu'il jouait, c'était dans cette société avec une vraie fonction. C'était pas un loisir, c'était une fonction, ça avait une fonction centrale. C'est-à-dire les gens, quand ils travaillaient, je sais pas, par exemple au champ, ou alors quand ils avaient une vie dans leur, dans leur village, le soir ou en journée, ou peu importe, quand ils voulaient se rassembler, ils se rassemblaient autour des pratiques, la danse, la musique, le conte, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important. Mais bon, là, je suis en train de peut-être de partir un peu loin. Je terminerai alors vite fait. On parle de collecte d'hier et moi je parlerai des collectes d'aujourd'hui. Je pense qu'on a un devoir de mémoire aujourd'hui, nous les nouvelles générations, c'est de collecter en fait toutes les personnes qui ont pu participer au milieu revivaliste. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que quand on est jeune, voilà, on est dans le fantasme, voilà, les collègues c'est magnifique, d'entendre un vieux joueur de cabrette ou Louise Richer, voilà, ça nous touche effectivement. Mais aujourd'hui, les gens qui sont là, Françoise, Pierre, Patrick, voilà. Non. Alors je terminerai ma conclusion, mais ne le prenez pas pour argent comptant. N'oubliez pas qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ça, c'était la conclusion de mon mémoire. Mais vous n'avez pas vu, oh là. Attends, moi j'ai 35 balais, ils sont hyper jeunes. Non, par rapport à cette question des vieux, il me vient une anecdote. J'avais collecté un vieux monsieur de 90, 95 ans, et quand je lui posais la question, il m'a dit pour ça il faudrait voir les vieux. Voilà, on est toujours le vieux de quelqu'un. Pierre. J'ai collecté un homme de 103 ans dans le Gers, et la première fois que je l'ai quitté, je lui ai dit, avec une stupidité qui force l'admiration, ce que j'aimerais bien, monsieur Dupouille, c'est qu'on se voit sans trop tarder. Vous savez ce qu'il m'a répondu? On a bien le temps. Je l'ai revu. Et son père était là ou pas? Bon voilà, alors peut-être avant de laisser la parole à Jean-François, s'il y a une ou deux questions, remarques, suggestions, anecdotes. Non, oui, vas-y. Juste vite fait, Oui. Non, mais j'en ai Bonjour. Ton rapport à la langue, du coup, par rapport au collectage, qu'est-ce que toi t'en fais? Est-ce que ça Alors, ça, j'ai pas voulu en parler, parce qu'en fait, c'est une question... en fait, bon... Alors, moi je vous explique, en fait, je suis né à Langoiran, là où on ne parle plus le gascon depuis... enfin, je sais pas, j'ai pas vu s'il y a eu des études sur les locuteurs, s'il y avait des locuteurs encore dans les années 70-80 à Langoiran. Ma famille, ma mère est bretonne, finistérienne nord. Mon père, c'est une deuxième génération de Bordelais. Voilà, nous, on n'a pas eu cette pratique, bien que mon père a été défenseur de la langue occitane, puisqu'il a participé enfin, il était président des maires et élus occitans il y a très très longtemps, enfin, dans les années 2000, je ne sais plus. Mais, enfin, très très longtemps, ça fait 17 ans. Voilà, mais après je pense que c'est très important en fait, la langue, enfin la pluralité culturelle, linguistique, elle est importante et elle est fondamentale dans notre monde.
Et je suis un fervent défenseur des langues minoritaires et de la langue française, pareil. Parce que je considère qu'on a de plus en plus d'anglicisme et qu'on va vers une mondialisation, quoi. Ça, on doit être tous à notre niveau un peu engagés là-dedans, quoi. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai beaucoup entendu parler de la fidélité aux sources. Et moi, je voudrais vous poser la question à tous. C'est le devoir d'infidélité aux sources. Oui. Cadeau. Ça fait plus de 50 ans que j'y passe, donc vous y passez 50 ans, vous arriverez à peu près à l'âge du jeune collecté de 103 ans, et vous en faites la réponse. Moi j'ai la réponse, pour moi, mais c'est ma réponse. Et je pense qu'on a dans la collecte, c'est un outil, ce que je disais, fondamental, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il faut s'en détacher. Et je pense que cette réflexion-là, je commence à l'avoir depuis quelques années, et ça va me mettre encore du temps. Je pense qu'il faut palper au mieux la pratique du répertoire, passer par des écoutes de styles, s'imprégner des uns et des autres. Et le plus important, en fait, au final, c'est la cadence et la variation sur les rondeaux. Voilà, je prends le cas du rondeau, une mélodie qui est très très simple. En soi, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir la cadence et de travailler sur des variations. S'amuser avec le rondeau, déstructurer, pourquoi pas... Enfin, après moi, mon esthétique, c'est de rester plutôt sur un mode parce que je joue de la cornemuse, donc je suis soit en mode de sol ou en mode de do. Mais à jouer sur les variations, sur les accents, et changer un peu de la collecte, oui. Sans oublier. Oui. Sans oublier que le musicien à danser a des comptes à rendre aux danseurs. Oui. Disons à la danse. Mais il se trouve que la danse, sans danseur, il n'y a pas de danse, comme l'a dit Jean-François Mignot. Bon, mais très bien, écoutez, si vous voulez bien, parce que on fait signe qu'il faut rendre les clés. Donc, je vais donner la parole à Jean-François, sachant qu'après, il y a un pot qui est prévu, donc on pourra aussi continuer de façon un peu informelle. Donc, ce sera à toi que vont venir les mots de la fin. Non, mais tout à l'heure. Ça, j'en doutais pas. Et le milieu associatif, on a des collectages aussi à faire, sauf qu'on n'a pas les compétences. Patrick, il a fait un travail. Non, mais ça, c'est faux, on a les compétences. Il faut les trouver. On les a. Le travail que tu avais fait dans Marie-Laure, moi, je l'utilise. C'est une très très bonne mise en valeur, le méthode de bouche à oreille. Je l'utilise, mais je suis, bien qu'étant président de l'Océan Occitan, l'Institut d'études occitanes, incapable de faire ce travail que tu as fait, parce que quand j'écoute les gens, j'ai du mal à les comprendre, parce que je ne suis pas au niveau. Donc, de la même manière qu'il faut des musiciens qui s'y connaissent bien en musique pour pouvoir éventuellement faire le collectage. Mais pour la langue, c'est encore plus précis, c'est que pour pouvoir faire du bon collectage, il faut vraiment déjà, avec des compétences, on a plein d'endroits de rencontre, tiens, ça serait bien cette personne pour aller la collecter, et qui peut le faire? Voilà. Donc, je pense qu'il faut des gens formés et éventuellement payés pour le faire. Non, ton intervention est intéressante parce que comme ça, ça va faire le lien avec l'intervention de Jean-François Sibert. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas les compétences, c'est que ces compétences ne sont pas légitimes, ne sont pas reconnues, ne sont pas rémunérées. S'il y avait une vraie volonté politique, que ce soit de la DRAC, même si les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France depuis 2008, ou du conseil régional, ou du conseil départemental, ou des archives, ou tout ce que l'on veut, s'il y avait une vraie volonté, c'est qu'on trouverait des moyens pour demander à des personnes compétentes, que ce soit en musique, que ce soit en danse, que ce soit dans la langue, d'aller collecter. La langue, ça se pose de façon encore plus forte, parce que la langue, elle est en train de véritablement mourir. La musique, il y a une musique danse, il y a une évolution qui fait qu'il y aura toujours de la musique et de la danse dans un siècle, dans 2 siècles, etc. Ce qui est moins vrai de l'occitan. C'est un peu ce que l'on disait du Limousin. Ils sont 3 en Limousin, là où ils devraient être 30.
Nous, il n'y en a personne en Gironde, alors on devrait être 10. S'il y avait c'est pareil pour le CAPES Occitan, il y a 4 postes sur 30 départements. S'il y avait 4 postes de mathématiques sur autant de départements, on serait vraiment les moins bons du monde en comptabilité. Je ne sais plus qui a dit qu'il était comptable, mais voilà. Donc c'est une question de moyens. Et au-delà des principes, c'est la même chose avec la diversité culturelle. Tout le monde est pour la diversité culturelle. Et qui est contre la diversité culturelle? Mais qui est pour les singularités et qui est pour financer la valorisation et l'aide de ces singularités? Donc la singularité ici, c'est la diversité culturelle ici, c'est l'occitan, c'est le basque. C'est pas la diversité en général comme ça dans le monde. Personne n'est contre, mais qui va... Et personne est... pareil, l'occitan, personne n'est contre, mais personne n'est véritablement pour non plus. Donc voilà. Donc Jean-François, voilà, c'est à toi les mots de la fin, que tu vas nous annoncer plein de bonnes nouvelles. Voilà, je ne vais pas prétendre conclure un débat auquel je n'ai pas participé, parce que j'avais travaillé toute la journée, donc j'ai entendu à peine quelques interventions en fin de journée. Bon, d'abord, un petit message d'espoir. Je suis arrivé en retard parce que je reviens de Naï, de Laurent et de Naï. Voilà. Et dans les deux cas, j'ai travaillé sur des choses qui ont à voir avec votre propos, et singulièrement à Naï, le dernier point. Là. La Bélarouille vient de mourir, ça a été mon prof. Et voilà. Et la Bélarouille, celui qui a collecté la vallée de Louzoum, et le fonds qu'il a collecté, ben, on en a fait une matière intellectuelle qui va devenir l'un des éléments forts de la bibliothèque intercommunale de Naï, pour le bassin de population de 58 000 habitants. Voilà. C'est pas du tout anecdotique, hein. C'est un petit signe d'espoir. C'est une collecte magnifiquement faite par un homme qui a appris l'ethno tout seul, magnifiquement faite, vraiment, avec tout le respect à la fois technique, scientifique et même déontologique dû à la collecte. Eh bien, ce fonds-là rentre dans les fonds publics et devient une matière intellectuelle pour un service public comme une médiathèque, hein, aux côtés de tout le reste de la production intellectuelle du monde. Je trouve que c'est un signe d'espoir. Hein, voilà. C'est rentrer dans une sorte de droit commun. Hein, voilà. On n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel, on est dans quelque chose de normal. C'est une culture qui vit. Non, c'est une culture qui se transmet dans un équipement d'aujourd'hui. Voilà. C'est tout simple, encore fallait-il y arriver. C'est un premier point, juste un signe d'espoir. Pour dire que, donc je représente ici l'institution, donc l'institution culture, pas éducation, culture. Donc évidemment, peut être vilipendé, puisque la tonalité que j'ai entendue, c'est un petit peu, bon, nous sommes les collecteurs, nous sommes un petit peu à la marge du système, et nous faisons les choses un peu clandestinement sur notre propre énergie, etc. etc. Bon, un peu les derniers Mohicans, bon voilà, quelque chose. Moi, je voulais quand même dire, mis à part le petit message d'espoir là, et qui n'est pas du tout anecdotique, hein, croyez-le bien, c'est un message de métier. Je suis conseiller livre. En tant que conseiller livre, je fais rentrer les fonds de collecte orale dans les fonds des bibliothèques, hein, pour une prescription exactement comme le reste, hein, comme Montaigne, mais comme le Clésio. Hein, voilà, ce n'est pas rien. Hein, voilà. Donc, par rapport à l'institutionnel, j'ai entendu, et je me rendais compte que ça méritait un peu, donc je le dis tel quel, UNESCO. Ah là là, UNESCO, 97, le ceci, le cela, etc. Et les droits, vous avez vu, les droits, etc. J'ai entendu la Bible, hein, c'est embêtant quand on n'est pas croyant, voilà. Mais bon, voilà, c'est ça, hein. Bon, les Bibles me dérangent un peu, quelquefois, voilà. Bon, ben voilà, on a une Bible. Et je ne voudrais pas que ce soit une Bible de la bien-pensance, je voulais juste situer deux petits points, comme ça, historiques. En 2000, j'ai perdu un drac, j'en ai trouvé un autre. Hein. Mon drac précédent, c'était Jean-Michel Lucas, qui est parti à ce moment-là, qui est maintenant héros des droits culturels, hein, n'est-ce pas? Et il en a fait même un travail théorique parfaitement respectable et de longue durée. Et voilà. En 2001, j'ai eu un autre drac, un parfait jacobin, chevènementiste jacobin. Plus pur que ça, c'était difficile de faire. Et c'est avec lui que nous sommes allés voir le préfet Frémont, qui lui est devenu directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy, pour proposer au président du conseil régional d'avoir un poste au Césaire, qui soit un poste qui représente la diversité culturelle. C'est moi qui ai écrit le texte, 2001. Nous avons proposé que pour représenter la diversité culturelle, ce représentant au Césaire, rétribué, soit le représentant de la culture basque,
de la culture occitane et des cultures immigrées. Ça a été proposé par le préfet formellement, avec ce texte DRAC, accepté par le président Rousset, le premier qui en a bénéficié, entre guillemets, et qui a pu être le héros a été de cette diversité-là, c'est Sergi Javaloviès. Après quoi c'est passé chez les Basques, et les réunions de préparation se faisaient à la DRAC, avec les représentants des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, etc. etc. Il n'y avait pas l'anarchie. Effectivement, il y avait l'immigration, mais il n'y avait pas les maltraités de la République française. Voilà. C'est pour dire que on est dans la mémoire longue, et que certes, c'était pas grand-chose, mais ça voulait dire que quelque part, c'était entré dans le raisonnement public. Déjà, même si c'était faible. Le deuxième acte, 2001, même année, on décide que ce qu'on mettra au contrat de plan entre l'État et la région sur le numérique sera le traitement du patrimoine en incluant la diversité culturelle. 2001, signé par le président Rousset et puis le Premier ministre de l'époque, je ne me rappelle plus qui c'était. Bon, évidemment, on peut retrouver facilement. Et ça fait donc 15 ans qu'à partir de là, dans le cadre du contrat de plan, avec des crédits non négligeables, on est parti sur une logique de numérisation incluant la question basque et occitane. L'Institut Occitan a travaillé largement, je ne dis pas qu'ils étaient riches, mais a travaillé avec ce type de crédit pour pouvoir produire ses propres collectes et pour pouvoir encadrer d'autres collectes et pour pouvoir conserver d'autres collectes. Par rapport au basque, ça a été la même chose. Et je ne dis pas que c'était une politique qui couvrait tous les terrains et que tout s'était fait merveilleusement. Je dis qu'il y avait un début de politique publique qui se mettait en place dans des cadres aussi formels, aussi raides qu'un contrat de plan. Voilà, dans lequel on passait, quand on examinait à la fin de l'année le bilan de contrat de plan, on passait après, ou en même temps, parce que l'examen c'est comme ça, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à l'industrialisation, qu'est-ce que vous avez fait pour la revitalisation agricole, qu'est-ce que vous avez fait pour le trait de côte, et qu'est-ce que vous avez fait au milieu de tout ça, sur le basque et sur l'occitan. Ah, c'était petit, par rapport à Total ou je ne sais quoi. Mais ça existait en tant que politique publique. Voilà. 2004 et 2006, on crée un office public de la langue basque. Ce qui signifie qu'on fait rentrer la différence basque dans la normalité de l'enseignement. 33 millions par an. 110 postes d'enseignement par an. Pour l'Occitan, l'office public a mis beaucoup plus de temps, on ne va pas rentrer dans le détail pour savoir pourquoi, comment, etc., il est fait. C'est-à-dire que ces éléments-là, ces points-là, qui sont des points d'histoire, moi j'aimerais qu'on en parle, non pas pour les glorifier, mais pour dire que ce sont des chantiers qui sont en cours. Qu'on ne se réfère pas à une Bible antérieure pour dire, mais maintenant il faudrait commencer à réfléchir. Non. Il faudrait approfondir les chantiers qui sont en cours. Je vais donner, je ne vais pas faire un topo, que je ferai bien volontiers, mais je vais donner une ou deux indications de ce que ça veut dire un chantier en cours. Quand on est dans la collecte, la conservation, etc., le boulot qu'on a fait avec l'INOC par exemple, faire une chaîne continue, cohérente et techniquement impeccable, depuis la collecte jusqu'à son traitement scientifique, avec les carnets d'accompagnement, avec tout ce qui est nécessaire, voilà, avec le séquençage, etc., etc. Voilà. Faire ça vraiment bien proprement, faire les duplications nécessaires pour la conservation définitive, avoir une chaîne de dépôt dans les services d'archives pour qu'il y ait une conservation pérenne et que ça puisse resservir, et veiller à ce qu'à l'autre bout, il y ait, au point de vue de l'enseignement dans les conservatoires de Bayonne, par exemple, le poste de musique et danse se préoccupe quelque peu de cet héritage-là, des choses comme ça. Voilà. Faire ce travail de continuité, comme ça, on a essayé de le faire. On continue à le faire. Mais comme on y est dedans, on n'est plus dans la déclaration de principe. On est dans les vrais problèmes de chantier. Les vrais problèmes de chantier, je en cite un ou deux, pour dire qu'on est dedans. Maintenant, il faudrait qu'on réussisse à sortir de... Ce ne sont pas des ornières, ce sont des vraies difficultés d'avancée. Une difficulté, c'est que la chaîne de la conservation, si on l'amène comme telle, elle a une logique. La chaîne de la conservation est une chaîne muséale. Elle a une logique de mort. Elle a une logique de mettre en conservation définitive quelque chose que l'on veut garder pour les fins dernières. Voilà. Voilà. Elle est faite comme ça. C'est une chaîne qui est faite comme ça. Ce n'est pas une chaîne qui est faite pour la création. Elle est faite pour la conservation de quelque chose qui meurt. Ce n'est pas la même logique. Et quelle que soit la bonne volonté des métiers concernés. Et donc, très précisément, quand vous voulez rentrer une collecte dans un logiciel de gestion d'archives comme Arkeia, c'est à ça qu'on est maintenant. Voilà. Eh bien, vous avez une matière morte coupée en petits morceaux.
vous pouvez interroger comme une matière d'archive, mais dont vous ne pouvez rien faire au point de vue artistique. C'est un vrai problème de méthode. C'est un vrai problème de méthode. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, on est en train de réfléchir juridiquement et techniquement pour essayer de voir comment cette matière-là, qui est vivante, parce qu'il s'agit de musique, c'est une matière vivante, que les musiciens s'approprient. Comment fait-on pour le mettre à disposition dans la forme la plus commode pour que les musiciens aient, j'aime bien votre intervention tout à l'heure, et quelque chose que j'appellerais, moi, une tendre irrévérence. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut connaître pour entrer dedans, mais il faut être irrévérencieux si on veut en faire quelque chose. On ne va pas reproduire à l'infini la forme telle qu'elle a été mémorisée à un moment donné. Donc c'est une chaîne qui est une chaîne vivante dans laquelle l'héritage, la captation, est une matière vivante et non pas un objet de conservation. Ce n'est pas la même chaîne. Ce qui veut dire qu'on est en train maintenant de réfléchir avec des archivistes et compagnie à deux chaînes en fait. Une chaîne où il faut cette conservation définitive, parce qu'on ne sait pas du tout sur quoi portera la recherche en 25 ans. Il y a un labo de phonologie qui se met à bosser sur ces enquêtes-là à Bordeaux. Voilà. Et lui, il a besoin surtout qu'on ait gardé la matière telle qu'elle avait été enregistrée, parce que c'est aussi ce grain-là qui l'intéresse en matière de phonologie. Donc surtout, il ne faut pas toucher, très bien. Mais il faut qu'il y ait à côté une sorte de divergence avec la même ressource, mais que cette ressource-là, elle soit faite d'une telle façon que les artistes, les profs, les médiateurs, etc., puissent se l'approprier et en faire ce qui est leur métier. C'est compliqué, parce qu'on est devant des questions techniques, Archaea out, pas de logiciel de gestion d'archives pour faire ça, c'est impossible, c'est d'autres systèmes qu'il faut, voilà. Mais c'est pas seulement ça, c'est que les droits ne sont pas les mêmes. On ne négocie pas les droits de la même façon. C'est qu'on ne l'indexe pas de la même façon, on ne le séquence pas de la même façon. On est en train de travailler maintenant sur un fonds de danse, avec des captations de danse sur 25 ans. Voilà. Et si on veut le faire par rapport à des danseurs qui travaillent avec nous, ils nous disent, attention, dans l'indexation, nous on va vous dire les mots-clés. Et on veut savoir exactement comment on veut interroger toutes ces catégories de sens par rapport à tel et tel type de pas, tel et tel type de saut, etc. C'est pas de l'indexation d'archives, c'est de l'indexation de danse. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc il faut faire un double traitement, de telle façon que les gens de métier puissent avoir une matière qui correspond à ce qu'ils veulent faire. Ça ne donne pas la solution en matière de création, mais bon voilà. Je voulais vous dire, c'est ça, les réalités de chantier. Autre réalité de chantier, pour qu'une culture vive, il faut qu'elle soit diffusée. Pour qu'elle soit diffusée, y compris dans son côté ethno, voilà, d'où ça vient, d'où on vient, etc., etc. On essaye de jouer Internet et le numérique à fond. Voilà, aussi logiquement que possible. On est en chantier là maintenant, et chez les Basques et chez les Occitans, pour essayer de faire que la connaissance même de cette culture, dont les florescences sont des formes artistiques diverses et variées, en littérature pour l'Occitan, en musique, en danse, etc., pour le Basque et l'Occitan, etc. Bon, voilà. On est en train d'essayer de faire que ça devienne des éléments d'éducation artistique pour les jeunes générations dans les collèges et dans les lycées. Bon, vous avez remarqué sans doute que justement ces cultures-là ne sont pas l'objet de l'éducation artistique et culturelle in situ. Voilà. On peut très bien faire un projet d'éducation artistique et culturelle sur les Inuits, mais il n'y en a pas sur la culture occitane, sur la culture basque. C'est surprenant, mais c'est comme ça. C'est toujours pareil en matière d'altérité. Celui qui est loin est moins dangereux que celui qui est proche, on le sait très bien. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc comment fait-on par Internet, par les formes numériques, pour que cette culture-là prenne, une forme qui puisse permettre aux enseignants qui sont intéressés par la culture en soi et la diversité culturelle en soi, même s'ils ne sont pas occitanophones ou bascophones, pour qu'ils puissent en faire une matière dans la pratique de tous les jours. Ben, on est là-dessus, ça veut dire un retraitement complet de la matière et une mise en perspective complètement différente. C'est ça les chantiers, pour moi, de la diversité culturelle. Ce n'est pas des chantiers de reconnaissance théorique. Je pense que, pour en avoir discuté pour ma part avec des gens et des témoins artistiques du pourtour de la Méditerranée et du côté des Balkans, les discours de l'UNESCO ont largement été écrits par rapport à des cultures écrabouillées, dans lesquelles la pratique, l'existence même d'une culture valait la mort. Ça a été écrit comme ça par rapport à la conservation. Nous ne sommes pas dans ça, nous ne sommes plus dans ça. Nous sommes dans une perspective où le rétroviseur n'est pas l'instrument de navigation. C'est certainement l'Internet qui est l'instrument de navigation. Donc, il faut regarder devant. Et par rapport à ça, moi je peux que vous inviter à dire que nous avons créé deux ethnopoles. L'une basque et l'autre occitane, dans l'ordre inverse. L'une occitane, en 2010, 12, je ne sais plus, 2012. 14. Et l'autre, la dernière, là en janvier
bien dernier, ethnopole basque. C'est quoi les etnopoles? C'est évidemment production de matière à caractère ethno, voilà, mais les deux sont préparation de transmission des formes culturelles et artistiques pour une réappropriation. C'est fait pour que ça vive. Sinon, c'est moins intéressant. C'est autre chose, mais c'est moins intéressant. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Donc, j'ai envie de clôturer comme ceci. Là, je vais partir sur un topo, carrément. Le 19 de ce mois, 19 mai, à Bayonne, pour l'Ethnopole basque, qui c'est son premier séminaire, l'intitulé c'est Ethnopole, c'est patrimoine et création. Voilà. Sa thématique, c'est patrimoine et création. Voilà. Bon, la thématique de la journée complète, c'est patrimoine et création, comment présenter les ressources et les bases de données de telle façon que les artistes d'aujourd'hui puissent se les approprier. Voilà. C'est ça la thématique de la journée. Le matin, on travaille sur les portails numériques. L'après-midi, on travaille avec une focalisation qui n'est pas sur la musique pour le coup, focalisation qui est sur la danse, plutôt. Voilà, enfin bon, la prochaine fois, ce sera la musique, etc. Voilà. De toute façon, quand on parle de musique, on parle un petit peu de danse. Enfin, de danse, c'est quand même très corrélé. Voilà. Donc moi, je vous convie à poursuivre cette réflexion-là, parce que le chantier est là. Et le chantier est dans ces toutes petites choses tellement difficiles à faire, qu'une culture qui se sent mourir se redresse, je vais vous faire le machin en marche. Ça va mal revenir. Mais je cherche pas une investiture, je veux dire. Mais se tourne résolument vers nous avons quelque chose à dire, proférer. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ça change le logiciel. Voilà. Bon, merci bien. Si je peux suggérer un autre chantier, je crois que c'est très important de travailler sur les fonds anciens, le fonds de cet abbé ou d'autres fonds, mais il y a aussi un travail de collectage qui est encore à faire aujourd'hui. Et là, c'est là où je crois qu'il faut aussi des aides. Ça rejoint un peu ce que disait le président de l'USTA, voilà. Bon, mais écoutez, il est prévu un coup à boire pour clôturer cette très longue journée. Merci à tous nos intervenants, merci aux organisateurs, merci aux archives départementales, merci à tous ceux qui ont participé, et donc, Adar Bambe Winkop.